Bonsoir et ravi de vous retrouver. Cette semaine, NCI Reportage sera partagé entre société et culture. Pour le premier reportage, nous vous emmènerons dans le quotidien de ceux qui ont consacré leur vie à ces camions, ces mastodontes des routes qui parcourent de nuit comme de jour des milliers de kilomètres. Ce sont les routiers. Ce soir, on vous ouvre les portes de leur univers, de leur code, de toute leur vie. Et ensuite, on s'intéressera à l'Abissa, cette traditionnelle fête de culture et de réjouissance orchestrée par la communauté Nzima pour symboliser les concepts de démocratie et de justice sociale. L'Nzima, peuple originaire du grand groupe Akan qui vient du Ghana, se retrouve autour de leur chef et au son des tam-tams pour faire le bilan de l'année écoulée. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Mélina. Bonsoir Pierre. Alors comme chaque semaine, c'est avec deux reportages très variés qu'on va commencer la soirée avec nos téléspectateurs. Et oui, on attaque tout de suite avec le premier reportage de notre soirée consacré à l'univers des routiers. Ils font partie de notre quotidien, assurent le transport des vivres et des marchandises. Ils sont dans notre quotidien et pourtant, Pierre, on ne les connaît pas finalement, ces routiers. Et oui, et nous avons donc été en immersion dans le quotidien des chauffeurs routiers pour découvrir leur métier, les sacrifices qui sont engagés et les exigences de ce travail. Être chauffeur routier, c'est une vie avec trois axes. Une vie de famille, une vie sur les routes et une vie en escale. C'est un reportage qui vous est proposé par William Sakiré, Doria Gloire et Serge Roland-Dica. Ne vous fiez surtout pas à son mètre 78, encore moins à ses 70 kilos. Caddy est celle qui conduit ce camion hors gabarit, ce mastodonte de 12 mètres et qui peut atteindre à pleine charge plus de 65 tonnes. Aujourd'hui, à la zone industrielle de Yopougon au nord d'Abidjan, c'est jour de chargement pour la jeune femme. Et c'est derrière ces murs qu'elle doit charger son camion. Plus tard, Caddy et son engin ressortent. Commence alors une longue route et une longue journée de voyage. Là, on va à Oumé. On va pour une livraison de sang de blé. Alors, voir une femme chauffeur routier, c'est pas très courant. Quand les gens vous voient sur la route comme ça en tant que femme, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont étonnés. Souvent, d'autres sont épatés. Depuis 18 ans, Caddy est sur les routes. Une passion pour la route, la découverte et le voyage qu'elle a puisé dans sa famille, au détriment de sa formation d'assistante de direction. Ça vient de mon papa, qui était conducteur d'engin. J'étais très petite. Je partais souvent avec lui en race campagne pour aller travailler. Souvent sur les chantiers hors d'Abidjan, un peu comme à Robineau, Saut-de-Fort, à Beauville, un peu partout sur le territoire. Et souvent même hors du territoire national. Le complément à côté du salaire de chauffeur routier, qui varie entre 100 et 125 000 francs CFA, c'est le facteur voyage. Son plus long trajet, la conduite à Agadir au Maroc, soit 9 000 km de distance pour 5 jours de route, en aller-retour depuis Abidjan. Un vécu qui fait de Caddy une star sur les routes. Oui, tu es fort. Ça te plaît? Tu es fort? Oui, bien même la mère. Merci. On a ça. Merci. Mais être femme et chauffeur routier a beaucoup d'exigences et requiert l'organisation. Souvent, Caddy fait un peu de place à son époux. On est allé en Mauritanie ensemble, une ou deux fois. Vous devez être passionnant de voyager avec lui? Oui, comme il a la retraite, il trouvait ça, pour lui c'est passionnant en fait. C'est du tourisme, on va un peu partout, presque dans tous les pays. Au Mali, Burkina, Sénégal, Togo, Niger, un peu partout. On compte une quarantaine de femmes dans le monde des chauffeurs routiers en Côte d'Ivoire. Et la cohabitation avec les hommes n'est pas sans friction. C'est une chose que l'esprit n'a pas encore accepté.
la mentalité. Bon, je ne dirais pas si c'est la mentalité ou je ne sais pas, mais l'esprit de certaines personnes n'ont pas encore accepté que la femme au volant, ils n'ont pas accepté la femme au volant. Il y a des esprits qui n'ont pas encore accepté. Et c'est pas facile. Mais Maury, son collègue et binôme, voit cette collaboration autrement. Ensemble, on est les collègues. On est les collègues, mais elle est avant moi, quoi. Elle a commencé à venir avant moi. Elle est comme ma patronne. Donc quand on sort comme ça, bon, on sort ensemble, on travaille ensemble. Souvent, moi, c'est la pêche, souvent, j'ai la pêche. Mais est-ce que vous, ça vous dérange tant comme qu'une femme soit au volant de ce gros engin? Non, ça ne me dérange même pas. Ça ne me dérange même pas. Puisque c'est comme elle-même, elle connaît plus que moi. Donc avec elle, il prend beaucoup de techniques. Les femmes sont encore en nombre restreint dans ce milieu, mais les défis sur les routes et en famille, pour ces hommes et femmes de la route, sont les mêmes, ou presque. L'un des défis des chauffeurs routiers, c'est de réussir à allier vie de famille et vie sur la route. Des heures, des jours, voire des mois, loin de la famille, c'est ce que s'apprête à faire Biken, que nous retrouvons chez lui ici à Boaké. L'homme part pour son deuxième voyage de la semaine. On va aller dans le camion est garé au bord de la route. On va prendre ça pour la Ferké. Un voyage sur Ferké au nord du pays qui durera entre 3 et 5 jours. Une absence que devra assumer son épouse Salimata dans un double rôle. C'est pas facile de tailler les enfants, tu es seul dedans, c'est pas facile du tout. Elle n'est pas là, c'est moi qui joue le rôle de maman et de papa aussi. Quand les enfants font des bêtises, ce que lui doit dire là, s'il n'est pas là, c'est à moi de dire. C'est à moi de les mettre dans le bon chemin. Contrainte d'un métier auquel Salimata a fini par s'habituer. Elle partage la vie de Biken depuis 23 ans. Quelques minutes plus tard, nous sommes au cœur de Boaké où Biken rejoint son apprenti. Allez, il va mourir démarrer. Il va contrôler. Il remet sa moto à un ami, puis il fait le mouvement vers le camion. Mon apprenti il a démarré le camion. Comme c'est un gros camion, ça prend du temps avant de décoller. Il a fait tout le contrôle. Donc actuellement, on va prendre la route à faire que. Rassuré que le véhicule est prêt, il monte. Kilomètre après kilomètre, Biken a appris à vivre à l'intérieur de son engin. C'est autre chez lui. Le camion est deuxième maison. Ce qu'on fait ici même, on ne fait pas à la maison. Hein. Tout le temps dans le camion, tu rentres à la maison 3 nuits, 2 nuits, souvent une nuit, hein. Souvent même pas la nuit, même tu viens matin, le soir tu sors. Bon, ça c'est le premier lit, mais ça c'est le premier lit, ça c'est le deuxième lit. Bon, ça c'est le deuxième lit. Souvent, si on est dans un coin sécurisé, et puis il pleut comme ça, on est 2 dans le camion, bon, on peut rentrer pour dormir ici. On peut rentrer ici pour dormir sans problème. Mais si on a un coin sans sécuriser, là, il faut qu'on dort dehors hein, pour surveiller le camion. Il faut qu'on dort dehors pour surveiller le camion. Bon, souvent, on a les petites maisonnettes, on met ça dehors aussi pour pouvoir dormir dehors. Même s'il pleut, si vous rentrez ici, on peut voler ton batterie, on peut voler le gasoil. Bon, souvent, dedans, ici encore, tu dors dehors, il faut surveiller. Tout le temps, les voleurs sont sur nous. Les voleurs ne nous laissent pas, hein, ils sont derrière nous partout. Donc, un conducteur, il faut être prudent, il ne faut pas trop dormir profondément. En attendant de dormir, il faut prendre la route. Plus de 20 ans après, au-delà de l'amour pour la route et les voyages, l'homme avoue que ce n'est pas un métier facile.
Ce que nous on voit sur la route, c'est pas du tout facile. Beaucoup d'accidents, les braquages. Bon, les patrons aussi. Ne pas tomber sur un bon patron, c'est pas facile. Ne pas tomber sur un bon patron, c'est pas du tout facile. Ça se passe comme en termes de salaire? En matière de salaire, bon, les particuliers, souvent dans les villes comme Boaké, Korogo, Abidjan, si tu es rentré dans les transports, eux demandent, vous payez les chauffeurs combien? Yamso Koro peut dire, nous on paye les chauffeurs ici à 100 000. À Boaké ici, on paye les chauffeurs à 60 000, 70 000, 75 000. Mais avec moi, mon patron là, il ne me paye plus que ça, puisque de la manière dont je travaille, ça le plaît. Vous payez combien alors? Actuellement, il me donne un sac de riz et puis il me paye à 100 000 francs. Oui. Sur les routes, il y a aussi les griefs contre les poids lourds, notamment en ce qui concerne la courtoisie ou les surcharges, souvent cause d'accidents. Avant, les camions remorques étaient limités à 35 tonnes. Aujourd'hui, les remorques avec leur capacité là, les remorques, tu peux prendre 80 tonnes. Ah, pourtant, parce qu'il nous dit, un remorque, tu as la capacité haut, lui il doit prendre quelque chose de 50 tonnes. Les capacités moins, il doit prendre 35 tonnes. Ça, c'est limite. Mais on a vu que c'est le contraire, ils ont fait. Les gens prennent sous charge pour venir payer. Donc les chauffeurs sont obligés de conduire comme ça. Sinon, à faire des bascules, ça nous plaît. Moins de sous-charge, ça plaît à les chauffeurs. Ce n'est pas trop stressé. Si c'est chargé trop, puis ne peut se casser. Le frein même là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut même pas. Donc, il y a ça aussi qui provoque l'accident. Il y a ça qui provoque l'accident. Le stress de travail, puisque les chauffeurs ne se reposent pas. La route à gérer, mais avec l'esprit souvent à la maison et en famille, Biken se souvient d'un fait marquant alors qu'il était en voyage. Une fois, ça m'a trouvé à Abidjan, au dépôt de chargement. Je suis descendu de camion, puisqu'au dépôt, on ne rentre pas un portable. Donc, je suis descendu de camion, je suis allé dehors, aller prendre mon portable pour vérifier. Il y a eu appel manqué, j'ai appelé. On dit, ah, mon premier fils, il était en classe de 3e. Son première année de 3e, on m'a dit qu'il ne va pas. Il ne suit pas les cours. Bon, il était découragé, il travaille, je lui donne conseil. Si il rentre, je l'envoie des paires de crêpes, des t-shirts pour l'encourager. Un coup, on me dit que ton fils ne va pas à l'école. Les difficultés dans la vie des chauffeurs routiers peuvent être multiformes. Conditions de vie, problèmes familiaux ou encore des pannes, dans des situations inconfortables. C'est dans une situation inconfortable que nous retrouvons Mamadou et son apprenti Mohamed. Voilà 2 ans que ces 2 hommes collaborent. Nous sommes dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, entre Oumé et Guépawo. Le camion grumier de Mamadou est en panne. J'ai cassé un tambour. Un tambour, c'est quoi justement? C'est où les garanties louches, les garanties de frein. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer un peu le tambour en question? Voici le tambour ici. Ça, c'est le tambour. L'autre, c'est la jante. Pourquoi c'est comme ça que je fais? Bon, c'est pour le remplacer demain. Donc tu vas carrer là? Non, j'ai déjà monté le pneu et j'ai déjà battu. À l'origine de cette panne, selon Mamadou, l'état de la route. Et c'est dans ce nuage de poussière que les 2 hommes engagent des manœuvres de dépannage. Dans ce métier, il faut, au-delà des aptitudes de conducteur, développer ou acquérir d'autres capacités, en mécanique notamment. Et quand on parle de mécanique, c'est Mohamed l'apprenti qui s'y colle en premier. J'ai appris à faire apprentissage si grumier. Donc dans ça un peu, au fur et à mesure il y a les pannes, et même mon esprit en jeu, et puis il arrive à réparer ça.
Donc doucement, doucement comme ça, on est celui non seulement qui est l'apprenti, puis dans le deuxième rôle aussi de mécanicien quand il y a les pannes. Très bien. Vous êtes là depuis combien de temps? Bon. Depuis tout à l'heure, je suis ça même pas. Au moins, je veux dire que. Bon. C'est de suite. C'est de suite la panne arrivée. On a quelqu'un qui a enlevé dans ça. On a quelqu'un qui a ça, c'est un sort, c'est un déchet. On la rentre au grès maintenant. Puis on fait ça propre. Mais c'est pour se dépanner, pour pouvoir quitter, libérer la voie, quoi. Il faut faire vite. La nuit commence à tomber. Pendant ce temps, Mamadou relance la batterie pour pouvoir démarrer le moteur. Depuis 30 ans, il est sur les routes. Sur les traces de son défunt père, lui aussi chauffeur routier. Des années de bonheur, mais aussi des difficultés. Et souvent, ça se mélange. Et tout moi, tu peux être heureux. Oui. Souvent, c'est bon, souvent, c'est pas bon. Quand c'est pas bon, justement, on parle souvent d'accidents, par exemple, des grimiers. Est-ce que vous avez déjà eu un accident? Non, il n'y a jamais eu un accident. Il n'y a jamais eu un accident de camion. Mamadou réside pour les besoins de son travail à Guibéroa. Ses 2 femmes et ses 8 enfants, quant à eux, sont à San Pedro. Au cours des 6 derniers mois, il les a vus uniquement pendant les fêtes de la Tabaski et du Ramadan. Ramadan, Tabaski, c'est parti. Vous partez juste pour les fêtes? Oui, les fêtes. Vous avez des enfants? Oui. Et comment vous faites? Comment vous gérez si vous faites tant de mois dehors? Bon, avec communication, souvent ça passe. On s'appelle. Chaque jour, on s'appelle. Chaque jour. Donc... Du coup, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices aussi. Hein. Bien sûr. Ça demande. Le camion, là, c'est comme un tombeau où tu rentres dedans, là, tu t'enfermes dedans. Tu ne sais pas si tu vas redescendre encore. Est-ce que ça veut dire que votre métier est dangereux? Oui, le métier est dangereux. Le métier est dangereux. Ce n'est pas métier de côté conduite même bon. Chaque métier même où tu dois chier là même, là, c'est dangereux. Il y a beaucoup de risques dedans. De son côté, Mohamed finit avec le pneu. Il vient aider à présent sur la batterie. La lune fait son apparition dans le ciel, qui s'assombrit peu à peu. Oui, c'est bon. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Le vrambissement du moteur du grumier brise le silence des lieux, mettant fin au stress et à l'angoisse des 2 équipiers. Le grumier peut reprendre la route dans l'obscurité. Ce type de voyage, Mamadou en fait souvent 3 fois dans la journée et il est rémunéré par chargement. Bon, le chargement de bois, c'est 200 000. Tu payes carburant 50 000. 50 000. Et si tu es à 150 000. Bon, dans 150 000 là, tu dois faire entretien des camions. Tu dois payer l'apprenti. Bon, tu te nourris dedans, tout ça là, bon, c'est pas trop facile. Pour tenir sur la route, il faut pour certains chauffeurs un supplément. Par exemple, moi, si moi je dois ouvrir la nuit, moi c'est 1 tonne de bois. L'été? Voilà, l'été. Si elle a pris ça net là, même si c'est ouvert jusqu'au matin là, ça me dit rien. Ça vous est déjà arrivé de veiller sur la route? Beaucoup de femmes m'invitent. Même la nuit là, si on a déchiré la nuit là, ils me retournent, ils me mettent demain à 12 h. Le matin, ils chargent. Beaucoup de femmes ont veillé, beaucoup de femmes. Donc finalement, toute votre vie, c'est sur la route en fait? C'est sur la route. Comme un bon chauffeur routier? Ouais. La suite du voyage conduira les 2 compagnons à la scierie, puis à Guibéroa, où ils résident. Quand ils ne sont pas sur les routes ou en famille, les chauffeurs routiers sont en escale comme ici à Boaké au centre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au parking des poids lourds de la ville. C'est l'heure de la prière pour ce groupe de chauffeurs musulmans. Une prière dirigée par Ibrahim, chauffeur routier depuis 21 ans.
Ibrahim vient de Bamako pour un chargement de carburant. Voilà un mois qu'il est en escale ici à Bouaké en attente d'un nouveau stock. Ça, c'est notre chambre. Hein. Et l'homme de 48 ans passe ses nuits dans cette maisonnette. On a un matelas ici, tout, moustiquaire, tout. Non, c'est ici qu'on dort. On arrange les matelas, moustiquaires, tout, c'est ici qu'on dort. Et parfois, dans la cabine de son camion. Voici ma cabine. On dit que la cabine du camion, c'est généralement pas la deuxième maison des chauffeurs routiers. Si, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est notre deuxième maison. On dort dedans, on a tous nos affaires là-dedans, donc c'est notre deuxième maison. Ce qui peut être parfois problématique, c'est la question des salles d'eau. Il y a une petite toilette là, ici, tout juste derrière là, qui est fermée, ça vaut 4 jours maintenant. On est obligé d'aller en brousse. Vous voyez, c'est pas joli à voir. Étant un père de famille, pour aller en brousse là, à l'été, vraiment, c'est pas facile. Vraiment, cela nous gêne beaucoup ici. Des semaines, voire des mois, loin de la famille et de son épouse en particulier. Ibrahim évoque les histoires de femmes ou de copines, cette réputation qui colle à la peau des chauffeurs routiers. Bon, moi, je n'en ai pas. Moi, je n'en ai pas, franchement dire. Moi, je n'en ai pas. Bon, je suis sorti dans cette méthode-là, quoi. Ça vaut des années, vraiment. Est-ce qu'au début, quand même, vous avez une petite copine qui n'était pas en Côte d'Ivoire? Bon, ça c'est au début. Maintenant, bon, vraiment, il est grand temps que je m'organise à venir sur ma famille. De gauche à droite, là, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Près de là, une autre scène. Scène reçue des chauffeurs que ses compagnons et lui vivent. Par jour là, bon, il nous donne 1000 francs. Tu fais toilette aussi dans 1000 francs là. Tu prends l'eau aussi dans 1000 francs là. Vous te lavez. Lui là, il donne 250. Lui là aussi donne 250. Moi aussi je donne 250. C'est combien? C'est 750 non? Nous trois, en fait, on doit manger. Une solidarité. À 400 km de Bouaké, la ville de San Pedro. Nous sommes au parking des routiers, où Mohamed et Mamadou sont en escale. Ah, moi je suis venu depuis vendredi. Ah, depuis vendredi. Ouais, il y a déjà un samedi. À cette terrasse de kiosque à café, ces hommes ont leurs habitudes. Ça vaut peut-être une semaine que moi je suis à San Pedro, avec mon apprenti. Donc depuis une semaine, c'est ici on mange. Matin, midi, soir, c'est ici on mange. On fait tout ici. S'il y a bagage maintenant, on va charger. Quand on veut partir, on vient manger ici avant de décoller sur Abidjan. On est venu chercher, on a envoyé ciment, riz à San Pedro. Au retour maintenant, les gars peuvent nous dire bon, il y a palette pour aller à Abidjan en charge. Les gars peuvent nous dire souvent, il y a ciment pour aller, il y a Evia aussi, on peut charger pour aller à Abidjan. Un métier prenant et qui nécessite une organisation comme l'explique Mamadou, marié à 2 femmes et père de 9 enfants. Sur le côté, bon, il y a un guide. On appelle guide à la maison par rapport à les femmes là. Ça vient s'habiller. Il n'y a pas de problème. Dans le guide, tu vois? Dans le guide, bon, ça veut dire qu'il y a une organisation, on a mis. Les femmes là, ils sont à la maison, ils ne bougent pas. Mais il fait fort commerce, ils sont à la maison. Voilà, dans le cas comme ça, les enfants sont restés tranquilles. Est-ce que les femmes vous manquent aussi? Ah, mais il faut aussi. Ils se mettent derrière ta femme. Vous avez dit, quand vous passez dans les villes, là, vous avez d'autres femmes. Oh, bon, ça c'est avant. Hein. Maintenant, c'est plus ça. Puisque nous, les gens, on pense à l'avenir, on pense à l'avenir des enfants. On pense à réaliser quelque chose. Donc, on ne peut pas se mettre à faire. C'est que les vieux des enfants, on ne peut pas faire ça. On passe à construire, on passe à payer nos camions propres. Donc, quand tu vas t'amuser là, c'est comme tu as l'habitude de ton argent. Non, on ne passe pas ça. On dit souvent aussi que lorsque, par exemple, vous êtes à San Pedro, souvent on fait un enfant ici. Quand on est à mort, on fait un enfant. Ça, c'est dit passé. Maintenant, les jeunes, ils ne passent pas à ces gens de
C'est le ménage, il ne passe pas déjà. Parce que la religion musulmane a interdit, il y a une point de contrôlation. Il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas douter, il ne faut pas faire que ceci. Donc, on dit à cultiver à ça. Donc, c'est là qu'on fait attention. Alors que d'autres chauffeurs s'adonnent à des loisirs, c'est le départ pour Mamadou. Ça va vous le faire, nous. Je vais à Sini. Je serai pas habitué à Sini. Jusqu'à Sini. Oui. Du coup, vous revenez à la maison en famille. Dès que je dépose, on me décharge. Je mets à midi, je retourne à la famille. Et là, pour le repas, on fait comment? Pour le repas, oui. En partant, quand il voit que je commence à avoir un peu de faim, je prends un peu. Vous avez plus quoi ce soir? J'ai plus de pain, et omelette. Là, il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà. L'effet secondaire, c'est quoi? Non, si c'est manger cru, tu peux te rendre sommeil, mais ça, c'est bon. Là, tu prends un peu de pain, on ne peut pas trop manger quoi. Tu prends un petit saumon plus sur le carreau. Donc là, maintenant, vous avez mis votre musique, vous avez mis votre petite... Oh, il y a un peu bien, même petite musique. Allez, puis on s'en va. Un sourire qui aidera Mamadou à tenir, lui qui a 10 heures de route devant lui. Une vie de routier qui pour Kadi, Biken, Mamadou, Mohamed, Ibrahima et leurs apprentis a fini par devenir une seconde vie avec 3 carrefours majeurs, la famille, les routes et l'escale. Quelle découverte, Pierre. Est-ce que ça te plairait, toi, d'être chauffeur routier? Est-ce que c'est un métier qui pourrait t'attirer? C'est difficile, mais pour le côté voyage, expérience, rencontre, peut-être une journée. Et nous recevons donc en plateau celui qui a passé ses journées dans la peau d'un chauffeur routier. Chauffeur routier, oui. Oui. Alors, c'est William Sakere. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est presque une tradition. On a envie de vous demander pourquoi avez-vous décidé d'aller tourner avec ces chauffeurs routiers? Bonsoir Mélina, bonsoir Pierre. Bonsoir. Je dirais qu'avant tout, c'est la curiosité. Comment est-ce qu'on fait pour conduire un tel mastodonte? 12 mètres, 13 mètres, avec des charges qui vont jusqu'à 60 kg, 60 tonnes. Comment est-ce qu'on fait finalement? Après, je me suis dit qu'il fallait quand même savoir c'est quoi la vraie histoire derrière cette histoire qu'on colle aux chauffeurs routiers, les aventures amoureuses qu'on leur colle. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est ce qui a fait qu'on a voulu aller sur les routes. Alors, vous avez donc passé la vie sur les routes avec eux comme un véritable routier, on a envie de dire. Si l'on devait résumer ces hommes et ces femmes que vous avez rencontrés, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais 3 mots quand même. De la force, un peu de génie, et puis une capacité à s'adapter. De la force parce que quand on doit faire 6 mois loin de sa famille, loin de ses enfants, il faut quand même de la force mentale pour pouvoir tenir. Après, du génie quand même, parce que en plus d'être chauffeur, il faut quand même avoir certaines capacités de mécanicien pour dépanner ici et là. Quand on est dans une brousse, il ne faut pas dépanner. Après maintenant, s'adapter. Si on prend une panne dans une brousse, souvent on dort là-bas, on ne mange même pas. C'est ça aussi. Justement, vous entendez avoir dans le reportage, c'est un métier qui est quand même difficile, où on voit très peu finalement sa famille. D'où naît cette passion, cette envie à toute épreuve finalement? C'est une passion qui vient de 2 choses essentiellement. D'abord de la famille. Par exemple, quand on voit Kadi, son père était chauffeur routier. Donc toute petite, il a amené de temps en temps sur les routes. Et puis elle a été piquée par le virus. Il y en a aussi, par exemple, qui ont envie de voyager comme Pierre, qui ont envie de découvrir, et qui finalement se prennent d'amour pour ce métier-là. Donc Kadi qui est une femme, c'est assez rare de voir des femmes dans ce métier qui est quand même difficile, où on s'éloigne quand même de son confort qu'on a. Est-ce que ce métier s'ouvre de plus en plus aux femmes? Je dirais que c'est la première femme que j'ai vue au volant de ce type de véhicule-là. Sur la route, c'est presque une star parce que même les policiers, ils lui font un coucou lorsqu'elle passe. C'est clair qu'elle laisse son confort à la maison, elle laisse son époux, elle laisse ses enfants, avec tous les risques que ça peut contenir. Mais malgré tout, elle se dit qu'en fait, comme elle aime le métier, son père était routier, après, c'est un monde d'hommes dans lequel elle a appris à vivre. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle est même membre du bureau de la fêtière des routiers d'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que quelque part, elle a pu quand même s'intégrer. Bien sûr. Alors, vous parlez d'une fêtière qui existe en Afrique de l'Ouest. On le voit, c'est un secteur qui est pénible, des journées de travail difficiles, de longues routes, des routes parfois en mauvais état. Quelles sont les revendications aujourd'hui pour ce secteur d'activité? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces chauffeurs, pour pouvoir travailler au meilleur de leurs capacités?
Alors aujourd'hui, on pourrait parler de revendications du point de vue aide et repos d'abord. Parce que si on est amené à faire une escale d'1 mois, ou bien de 2 mois, ou bien de 3 mois, que ce soit à Bouaké en Côte d'Ivoire, bien Bamako au Mali, il faut quand même avoir le minimum de commodités, des toilettes, un endroit où se reposer, un endroit où dormir par exemple. Dans le cas d'Ibrahima à Bouaké, il disait que depuis quelques jours, il n'avait pas de toilettes. Donc finalement, c'était un peu compliqué. Comment est-ce qu'on faisait? Il s'en est plaint, il a dit moi je suis père de famille, je suis ici finalement, je suis obligé pour les besoins d'aller me débrouiller quelque part. Donc c'est pénible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les chauffeurs routiers ont, on va dire, 2 statuts. Le premier, c'est d'abord d'être chauffeur d'entreprise ou bien chauffeur de particulier. C'est-à-dire Pierre, par exemple, a un peu d'argent, il achète un camion qui met à disposition de quelqu'un qui le conduit. Donc c'est des statuts qui sont différents. Pour les particuliers, généralement, ils n'ont pas d'assurance. Alors que pour celui qui est chauffeur d'entreprise, ils ont une assurance, ils ont quand même cette déclaration qui les prend en charge. Donc c'est tout ça aujourd'hui que les gens ils veulent revendiquer pour un mieux-être. Il y a aussi ces idées reçues sur ces chauffeurs routiers. On dit qu'ils ils carburent en tout cas au café ou à certaines drogues. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti lors de votre reportage ou des témoignages que vous avez entendus aussi peut-être? J'ai pu le ressentir au travers de KB par exemple, celui qu'on appelle KB qui s'appelle Biken Kamara. Il a dit oui, dans le secteur, il y en a qui prennent des substances. Après, il a dit que c'était lié généralement à l'éducation de chacun. Et lui, par exemple, il a dit, bon, il prend un thé lorsqu'il a un coup de sommeil. D'autres ont dit qu'ils prenaient juste du café. Certains ont dit qu'ils avaient leur petit cul dans la bouche. Bon. Après, c'est chacun qui fait sa méthode pour pouvoir tenir sur la route. Mais c'est une question qu'ils ont reconnue. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent de cette fêtière? Est-ce qu'elle est assez bien structurée aujourd'hui pour porter la voix de ces chauffeurs routiers du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de travail? Aujourd'hui, c'est assez bien structuré, d'autant plus qu'un chauffeur routier peut être aujourd'hui à Bouaké, demain être à Abidjan, après il sera à Niamey, après il sera à Bamako. Donc aujourd'hui, c'est vraiment structuré. Après, quand on regarde, les réalités sont presque les mêmes partout. Même du point de vue salaire, c'est autour de 100 000, 125 000. Quand on demande à Ibrahima qui est du Mali, c'est la même fourchette. Donc pratiquement partout, ils ont les mêmes revendications qu'ils essaient quand même de porter auprès des différents ministères de transport dans les différents pays. Merci William Sakiré pour tous ces éclairages sur cette vie de camionneur, cette vie de chauffeur routier. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et à présent, direction le pays des Nzima, la découverte d'une tradition phare, la célébration de l'Abissa. Et ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. Et c'est aussi l'occasion pour ce peuple de symboliser certains concepts comme la justice sociale et la démocratie à travers une critique publique des dirigeants. Les Nzima se retrouvent autour de leur chef et au son des tam-tams pour faire le bilan de l'année écoulée. Une fête qui se tient chaque année entre octobre et novembre à laquelle nous avons assisté au cours de sa dernière édition. William Sakiré, Roméo Tapé. Entre la lagune et la mer, la ville historique de Grand Bassam, au sud-est d'Abidjan. Nous sommes au quartier France. Dans les cours des maisons, l'on peut déjà sentir le vent de réjouissance qui souffle sur la ville. Car le peuple Nzima se prépare à célébrer la fête de l'Abissa, une cérémonie qui marque le passage à la nouvelle année. Comme le veut la tradition à la veille de la fête, plusieurs groupes de danse se préparent à donner un spectacle. Un spectacle qui se tiendra devant l'une des personnalités les plus importantes de la ville. C'est l'échauffement pour être premier à la place à l'Abissa. C'est le groupe Live, toujours premier, chaque année. C'est pour la fête de l'Abissa. Aujourd'hui, c'est la veille. Demain, l'Abissa rentre et puis il ressort. Mais on passe devant le roi pour la fête de l'Abissa. Chaque
Chaque veille de la Bissa, le roi assiste toutes les danses de Bassam, les danses traditionnelles modernes de Bassam. Ici, comme pour plusieurs autres groupes de danse Nzima, on répète les pas de danse et autres chants qui vont animer la cérémonie. Quelques heures plus tard, sur la place de la Bissa, les habitants se sont massés pour assister au spectacle. Sur une estrade, vêtu de cette tenue d'apparat et entouré de sa cour, le roi des Nzima observe avec attention. Les prestations vont s'enchaîner. Entre joyeuses cacophonies et chorégraphies millimétrées, toujours dans la bonne humeur, au rythme de la musique et des percussions, les groupes montrent leur savoir-faire. Cette célébration est aussi l'occasion de découvrir l'éventail de pagnes de cérémonie de la culture Nzima. C'est un jour de joie en pays Nzima. Et rien, pas même la pluie, ne peut mettre un frein à l'élan de la célébration. La journée se termine comme elle a commencé, en danse et en réjouissance. Demain, la Bissa rentrera dans une autre phase de sa célébration. Le lendemain, les rues du quartier France d'ordinaire calme connaissent une agitation spéciale. Dans les rues ou sur les places hautes du quartier, les habitants sont sortis massivement pour espérer voir l'Edo Mbole, le tambour sacré du royaume Nzima, car la sortie de ce tambour marquera le début de la Bissa. Edo Mbole, qui signifie en français « détente des dissensions sociales », comme pour illustrer l'objectif de réconciliation de cette fête entre les enfants d'un même peuple. Nous sommes les fils du quartier France. Nous avons tous les coins où se positionner pour bien voir le tambour. Tranquille. Voilà. Le tambour va sortir par là. Donc ici, c'est la seule position où pour mieux voir. On peut mieux voir le tambour. Vous avez eu même la chance de monter ici. Sinon, à part nous, personne ne monte encore. C'est toujours comme ça. Avant que les premières percussions ne sonnent le début de ce temps de fête, le tambour est purifié dans cette cour, à l'abri des regards. Ils sont en train de faire les préparatifs. Tout le monde ne doit pas voir. Parce que tu sais, nous sommes en Afrique. Le dongolé, ce n'est pas un tam-tam quelconque, un tam-tam sacré. C'est comme le tam-tam parleur. Le dongolé, c'est un tam-tam sacré. Celui qui s'amuse à s'amuser avec le dongolé, il perd sa vie. Il perd sa vie. Le dongolé, les vieux ne nous ont pas encore dit ce que c'est. Donc ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que c'est. Au loin, les premiers coups de l'Edo Mbole résonnent enfin comme pour se mêler rapidement aux cris de la foule.
nous entrons dans le premier temps majeur de l'Abissa, le Siedou, la partie silencieuse de cette fête. Une partie d'ordinaire réservée au seul peuple Nzima. Mais la procession qui va conduire le tambour jusqu'au bois sacré cette année est plus importante qu'à l'accoutumée. En tête de file du cortège Benlin Ndamoulé, il est membre de l'une des 7 grandes familles du peuple Nzima, mais il est surtout en charge de la tradition au sein du comité Abissa. Le Siedou, parce que c'est la période du Siedou là, c'est une cérémonie qui est confidentielle, je veux dire qui est restreinte, qui est faite par un petit nombre. Mais là vous voyez ce qui se passe, c'est que les gens avaient envie de voir l'Abissa. Donc tous ces peuples, tous ces étrangers sont venus pour voir l'Abissa. Et ça présume, ça présage ce que l'Abissa, dans sa phase active, va faire. Parce qu'il va avoir donc de l'engouement, il va avoir beaucoup d'engouement au niveau de la partie de la semaine prochaine. Les origines de la célébration de l'Abissa remontent à une légende qui se partage chez le peuple Nzima. L'Abissa, c'est une danse qui a été révélée. Ce n'est pas une danse qui a été apprise, ça a été révélé. Mais révélé à qui? Révélé à une femme de la famille Mvavile. La famille Mvavile fait partie des 7 matriclans qui forment le peuple Nzima. Donc cette femme du matriclan Mvavile est allée en brousse pour faire sa culture de champ, pour cultiver son champ. Et cachée derrière un arbre, elle a entendu ces sons-là. Ces sons qui, avec frénésie, résonnaient dans la forêt. Elle s'en est approchée et elle a vu des gens de petite taille qui dansaient. Après donc cela, elle allait rapporter l'histoire de ce qu'elle venait de voir à la famille et au peuple Nzima pour leur dire, on vient de me faire voir, on vient de me révéler une danse. Évidemment, la famille, le peuple n'ont pas cru. Mais le lendemain, le chef du village a commissionné des personnes pour l'accompagner au même endroit et la même scène s'est reproduite sur une semaine. Après cette semaine, évidemment, le peuple Nzima qui était un peu tourmenté, qui voit dans la forêt des êtres de petite taille danser, s'est dit, ok, il faut qu'on parte consulter les mannes. Et les mannes leur ont dit, cette danse qu'on vient de vous révéler, c'est une danse qui conjure les calamités. Il faut que le peuple s'en approprie pour que chaque année, à la même date, vous sortiez cette danse pour que le peuple se purifie. Cette cérémonie qui conduit le tambour jusqu'à sa retraite est chargée de symbolique. Le tambour va à sa retraite. Sa retraite, c'est dans sa retraite secrète. Si vous regardez, on a fait un parcours. On est parti du soleil couchant vers le soleil levant. Tout simplement parce que avec l'Abissa, nous rentrons dans une nouvelle année. Dans une semaine, l'Edo Ngbolé ressortira pour inviter tout le monde, Nzima ou non, à prendre part aux réjouissances. Tout au long de cette semaine, se dérouleront des rites auxquels nous ne pourrons pas assister. Pour que l'ambiance festive de l'Abissa se généralise, il faut que l'Edo Ngbolé, le tambour majeur,
sortent de sa retraite pour clore le Siedou et ouvrir le Goazo, l'étape festive de l'Abissa. Nous retrouvons Balin Ndamoulé, chargé de la tradition au sein du comité d'organisation de l'Abissa et que nous avions rencontré une semaine auparavant. Il y a une semaine, le dimanche dernier, vous avez assisté à la mise de l'Edongolé dans sa retraite. Mais voilà, une semaine après, ce que nous appelons le Siedou, le Goazo, le Dongolé va ressortir. Quelques minutes plus tard, l'Edongolé sort avec ses premières sonorités. Vous avez entendu le son? D'ici, vous avez entendu? On va au palais, parce que la famille Mvavile et leurs enfants qui sont là avec les plantes vont directement au palais pour remettre le tam-tam au peuple, au roi plutôt, qui va maintenant donner l'autorisation officielle de porter le tam-tam sur la place publique. Sur la route vers la cour royale, la foule s'est massée. Un jour de joie, la joie. C'est ça que je vois quand je danse comme cela là. Oh, ok. À la cour royale, l'Edongolé est remis au roi qui le transmet ensuite à tout le peuple. Vient ensuite le temps de la bénédiction du tambour. Suivi des premières sonorités officielles de l'Edongolé. L'Abissa est ainsi rouvert à tous. Le Goazo, la partie festive de l'Abissa, est aussi ponctuée par la sortie du roi à Montanoé. Célébration du Nouvel An avec des réjouissances. Mais également par les échanges de vœux entre le roi et l'ensemble des forces vives du peuple Nzima. Nous sommes au seuil de notre nouvelle année et je voudrais, en mon nom personnel et au nom des cadres Nzima, vous présenter nos vœux de bonne et heureuse année à l'occasion de notre nouvelle année. Que Dieu le Tout-Puissant vous donne une excellente santé, vous donne une longue vie, et que son esprit vous inspire, vous guide, vous protège. Que cette année soit pour vous une année de grand succès. En retour, le roi Amontanoé a présenté ses vœux à son peuple. Et l'Abissa, se voulant creuser de démocratie et de justice sociale, il s'est adressé à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. La vie sans aucun problème, sans heurts, sans antagonisme, sans contradiction, n'existe pas. Mais qui vous a dit qu'il y a des familles sans problème? Il nous appartient, dès lors que nous avons vécu les événements de 2010-2011 et que nous comparons ces événements-là qui se sont déroulés à la situation actuelle que nous vivons, nous devrons pouvoir, en toute honnêteté, nous dire que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Et alors, ce qui nous reste à faire,
C'est nous efforcer de résoudre les problèmes résiduels. Sinon, les populations n'ont pratiquement plus de problèmes entre elles. Des paroles qui sonnent comme une directive à suivre par le peuple Nzima au-delà de la fête. En pays Nzima, l'organisation sociale a une forme pyramidale. Au sommet de cette pyramide, le roi, Nanan Amontanoé, sur le trône depuis décembre 2003. À la base de cette pyramide, la communauté, composée de 7 grandes familles, dont les Alonwamba, de laquelle est issu le roi, en constitue le socle. Ces familles, ayant chacune leur symbole et leur chef, seraient la représentation des 7 castes de l'Égypte, de laquelle se réclame descendant le peuple Nzima. Les événements tels que l'Abissa sont des moments d'exhibition pour ces grandes familles, avec en tête leurs différents chefs. Pour l'occasion, les membres de ces familles se mobilisent et font un retour aux sources. Si l'Abissa est un événement si particulier, c'est parce qu'il pose le socle de la cohésion sociale chez le peuple Nzima et un modèle de démocratie villageoise. Lors de l'Abissa, les Nzima pratiquent la critique sociale, une sorte de tribunal public pour régler certains problèmes sociaux ou féliciter des membres de la communauté. Dans l'arène, les chansonniers tiennent ensemble le bois de la critique sociale, appelé ici Ekuni Baka, qu'ils font tourner pendant de longues minutes au rythme du tam-tam parleur, avec des échanges permanents au cours desquels ils peuvent dénoncer mauvaise gestion de la chose publique ou au contraire saluer les bonnes actions. Cette critique, au cours de laquelle le roi devient un sujet ordinaire du royaume, n'est pas passible de représailles ou de condamnation. Les chansonniers sont des groupes qui sont immunisés de façon très traditionnelle et d'une immunité critique. Ils sont le porte-voix du peuple. Ce qu'ils peuvent dire à l'Abissa, un individu lambda ne peut pas dire à une tierce personne. Quand nous on parle, tu n'as pas le droit de te fâcher. Quand tu te fâches, tu peux en mourir le lendemain, l'année prochaine. Ce que le peuple ne peut pas dire au roi, nous le disons. Nous le disons de façon très ouverte et sans embâche. Et le roi même ne peut pas se fâcher. Cette critique sociale nous est très importante. Pourquoi? Parce qu'on essaie de critiquer ce qui n'a pas marché durant l'année. Et c'est cette critique-là qu'on met ça sur la place publique à l'occasion de la fête de l'Abissa. Pour qu'au moins on puisse améliorer l'année à venir. C'est magnifique, la cohésion et puis les retrouvailles aussi avec le peuple et les habitants de Bassam. Il y a des pays qui n'en profitent pas, qui n'ont pas de ce genre de manifestations dans leur pays. Et ce serait bien que aussi ce soit des exemples dans les autres pays. Durant le Gwazo, la partie festive de l'Abissa, la célébration monte d'un cran. Une célébration où les participants rivalisent d'originalité dans leur tenue, déguisement et bonne humeur.
Aujourd'hui, nous sommes là pour Abissa. Moi, je me nomme Mimi La Rose. Watombe, Watomba, Watombenyara. On va gâter, c'est la finale, on gâte aujourd'hui. Aujourd'hui, on gagne l'ambiance aujourd'hui. Pour certains, non originaires de Grand Bassam, l'Abissa est l'occasion de se replonger dans des souvenirs d'enfance. Notre mère nous a amenés ici depuis qu'on avait 6 ans. Et à chaque fois comme notre mère est décédée, on vient toujours à l'Abissa pour nous rappeler de notre mère. Voilà. Pendant que d'autres sont en quête de dépaysement entre amis. C'est notre ami Stéphane qui nous a proposé de venir pour découvrir les traditions, la fête du Nouvel An. Et donc, je suis très agréablement surprise. Ou en famille. J'habite Bonois et je suis venu montrer à mes enfants la tradition aussi du côté Nzima. C'est important parce que nous sommes d'abord africains et ensuite ivoiriens. Qui dit ivoirien dit qu'il y a plusieurs ethnies, comme vous le savez bien. Et c'est important de venir montrer aux enfants au moins les origines de certaines familles et de certaines ethnies. La fête traditionnelle qu'est l'Abissa grandit et gagne chaque année en popularité. Modernité et musique urbaine avec du zouglou sur un site apprêté spécialement. Cet événement flirte de plus en plus avec la modernité sous l'impulsion d'un comité spécial. Aujourd'hui, l'Abissa a eu une connotation internationale. Au départ, l'Abissa était la fête d'Enzima, mais avec le comité de l'Abissa qu'on a mis en place, l'Abissa a pris une proportion internationale. Aujourd'hui, l'Abissa se vit partout. On vit l'Abissa aux États-Unis, en France, dans les pays d'Europe, avec l'Enzima de la diaspora. Donc, on voulait moderniser la chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des concerts comme ces concerts-là. Et aujourd'hui, avec ce monde qu'on voit, avec la ferveur, nous sommes heureux. Face au podium, des festivaliers et un public venus nombreux. Nous, on aime bien parce que ça nous permet de profiter du cadre traditionnel et en même temps de la bonne musique. Ça nous permet de nous mettre dans l'ambiance en découvrant d'autres cultures aussi. Moi, aujourd'hui, en fait, c'est une première participation. J'ai été invitée par une sœur et j'ai adoré voir toutes les tenues traditionnelles que j'ai vues, le maquillage, l'ambiance, même la nourriture. À ses côtés, Isiaka, son ami, lui non plus, ne boude pas son plaisir. On va faire une fois venir demain, j'espère. Non, demain, je ne vais pas pouvoir. On va pouvoir venir demain. En dehors de l'ambiance, j'aime la dimension culturelle d'Abissa. Abissa va au-delà de la frontière ivoirienne. C'est un événement international qui devrait probablement être inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO, culturel de l'UNESCO. L'ambiance soukouloutique, c'est pour nous les novices. Nous ne sommes pas Bassamois, nous on connaît rien d'Abissa. Nous venons pour faire la fête. Donc au-delà de l'aspect culturel bassamois, nous on aime l'aspect soukouloutique. Une touche populaire et moderne qui tiendra en haleine les festivaliers jusqu'à l'aube. 5 heures du matin, place de l'Abissa. Des centaines de personnes reviennent de la plage où elles ont participé à une cérémonie dite de jet de pierre à la mer. Des pierres jetées à la mer en formulant un vœu. Je ne peux jamais rater, c'est ma tradition depuis le ciné. On est parti vers 3h30. 3h30, on a fait la pierre, un flambeau, on est allé au bord, on prend une pierre, tu tournes sur ta tête, tu parles tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce que tu veux dans l'année, jusqu'à l'année prochaine, à ce que Dengola arrive. Et quand tu jettes, tu te retournes, tu appuies derrière, tu avances jusqu'à la place pour attendre l'eau. C'est quel vœu vous avez fait là-bas? Tout ce que je veux dans ma vie, beaucoup d'argent, santé, bonheur, pour que Dengola n'a qu'à me trouver chaque année pour venir danser. Mais en plus des vœux, c'est le contenu de ces bassines placées au centre de la place Abissa qui suscite l'intérêt. Une eau destinée à la purification de ceux qui l'utilisent. Tu peux boire si tu veux, tu peux prendre chaque matin pour te laver. Tous les malédictions, on est ici en Afrique, tout se passe. Les mauvais sorts, ça t'empêche. C'est très bon, c'est très important. J'ai fait pour Tiapoum, j'ai eu.
Ici encore, je veux. Moi, je suis un petit Djoula, mais je suis né parmi mes amis. Donc, je connais ça, ce qui ça fait. Si elle fait ce déplacement-là pour venir jusqu'à dans mon village, là, c'est à cause de l'eau, là. C'est pas à cause de la boisson ni de la danse. Quand on dit la bissa, là, c'est l'eau, la purification, là, de Dongbele, là. C'est de ça que l'on est là. C'est à cause de ça, parce qu'il faut faire les vœux pour l'année. Parce que c'est une fois dans l'année. Pendant l'année, là, tout ce que tu veux dans ta vie, là, et Dongbele te donne. Lorsque le jour se lève, le rideau se baisse sur la célébration de l'Abissa. Pour le peuple Nzima, c'est une nouvelle année qui commence. Une année au cours de laquelle ils espèrent voir se réaliser les vœux qu'ils ont jetés à la mer. Alors Mélina, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'assister à cette célébration de ce festival de l'Abissa? Alors non, mais j'espère cette année pouvoir y participer. J'ai envie aussi d'être au sein de cette belle fête. Une fête et une tradition qui est un véritable pilier aujourd'hui pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire et particulièrement pour le peuple Nzima. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Balen Damoulé qui est le président de la commission tradition de l'Abissa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Madame. Alors, on aimerait vérifier une petite information avant de commencer cette interview. Il se dit que les Nzima seraient des descendants de l'Égypte ancienne. Oui, bien sûr, bien exactement, et précisément de l'Égypte nubienne. Alors, vous vérifiez cela. Quand vous avez, en Égypte, vous avez des noms de barrages comme le barrage à Souan, à Mora, qui sont des dieux, mais ce sont des noms typiquement Nzima. Ce sont des noms typiquement Nzima. On a connu ici le ministre Hiféra Assouan, vous connaissez d'autres d'Assouan, Amon. Donc, effectivement, partis d'Égypte, ils ont transité dans certaines régions et ils sont arrivés au Ghana. Et comme tous les peuples latins du Ghana, on est arrivé à Bassam vers le 15e siècle. Avant que vous ne reveniez sur ce que symbolise cette fête pour le peuple Nzima, moi j'ai envie de savoir, ce beau pagne que vous portez ce soir, est-ce que c'est une valeur, une signification particulière? Oui, ben, chaque année, les Nzima célèbrent leur Abissa avec un pagne. Alors, ce pagne, c'est l'édition 2022 de l'Abissa. Donc, vous voyez, tous les Nzima seront dans cette tenue pour célébrer en profondeur, avec beaucoup de vivacité, la fête. Alors justement, cette fête, qu'est-ce qu'elle symbolise pour ce peuple? On le découvre un peu dans ce reportage, mais est-ce que vous pouvez nous le résumer encore un peu? Déjà, on va retenir que l'Abissa, c'est la fête qui célèbre la nouvelle année du peuple Nzima. Alors, étant une fête de célébration du nouvel an, c'est aussi une fête de purification. Parce que justement, à cette occasion, à l'occasion de la nouvelle année, et à travers l'Abissa, les Nzima se purifient. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que l'Abissa, c'est la plateforme pour célébrer une certaine démocratie particulière qui n'existe que dans la démocratie, qui n'existe que dans le peuple Nzima. Une période qui permet à chacun de chercher à se réconcilier avec son prochain et venir célébrer cette grande fête, qui est une fête de pardon et de réconciliation. Justement, la critique sociale a une place très importante chez le peuple Nzima. Comment est-ce que vous l'expliquez? D'où est-ce que ça vient? Oui, évidemment, comme je l'ai dit, à la fin de chaque année, c'est une particularité pour les Nzima de se retrouver. Mais de dire, sur 2 semaines, les barrières sociales tombent totalement. Le roi, il reste le roi. Le citoyen ordinaire reste le citoyen ordinaire. Mais on laisse la possibilité à des intermédiaires, qui sont les chansonniers, de pouvoir faire la critique sociale. Ça veut dire que dans la société, si au cours de l'année écoulée, qu'il soit roi, conseiller, ou alors notable simple, ou alors même cuisinier, simple ménagère, si vous avez commis des actes qui ne sont pas corrects, alors c'est l'occasion de vous le dire en public et ça vous permet de vous réaménager et repartir sur la nouvelle année avec de nouvelles dispositions. On est dans une époque où certaines traditions, certaines valeurs ont tendance à se perdre. Comment, chez les Nzima, on fait pour conserver ces traditions de l'Abissa? On le voit dans le reportage, même les plus jeunes ont cette effervescence-là pour la fête. Voyez-vous, l'Abissa, ce n'est pas une danse à prise.
c'est une révélation. La danse a été révélée. Donc, vous voyez, depuis l'essence même des Nzima, ils portent ça comme dans leur gène. Chaque Nzima porte la bissa dans ses gènes. Alors, à la période de la bissa, quand vous ne vous retrouvez pas à Bassam, vous avez une sensation de manque. Donc, tout le monde converge. Mais mieux, vous savez que c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, on a tendance à laisser nos traditions, mais ce qui est particulier chez les Nzima, c'est que dès la petite enfance, on engage une certaine formation pour que les tout petits. Cette année, par exemple, on a mis en place une nouvelle session de formation qui dure une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années? Oui, une quinzaine d'années, une formation. On prend les enfants de 8 à 15 ans. Et pendant une quinzaine d'années, ils sont formés à la rythmique, ils sont formés à la danse, mais ils sont formés aussi à la critique sociale. Ce sont des chansonniers. Donc, tout cela engage, amène le citoyen simple, le petit enfant, le nouveau-né. On les prend même au berceau. Ça reste dans leur gène et ils dorment à Bissa, ils pensent à Bissa, ils réfléchissent à Bissa et ça va dans leur gène. Au-delà de l'aspect donc réjouissant et festif, est-ce que vous voyez aujourd'hui la Bissa comme un outil de développement? Ah oui, évidemment, extraordinairement. C'est ça, ce que vous dites est vrai. D'ailleurs, quand vous regardez, on fait la Bissa, vous regardez le nombre de personnes qui viennent. Vous regardez, disons que l'effervescence économique, vous voyez ce qui se passe, c'est énorme. Vous voyez, chaque année, il n'y a pas moins de 500 000 personnes qui viennent à la Bissa. Et vous voyez, le thème de cette année, la Bissa, au service de la paix et de la cohésion. Mais justement, tout développement sans cohésion, tout développement sans paix n'est pas un développement. C'est la base de tout le développement. Donc, à la Bissa, on amène les gens à s'entendre, à s'unir et à faire en sorte qu'ensemble, on engage un développement plus harmonieux. Et c'est ce qui se fait à la Bissa. Vous le disiez, chaque année, environ 500 000 personnes se déplacent pour venir voir la Bissa. Comment avez-vous réussi justement à imposer cette fête de réjouissance dans le pays? Vous voyez, quelqu'un disait la Bissa est devenue la fête nationale de Côte d'Ivoire, hein, parce que quand il y a la Bissa, tout s'arrête dans toutes les régions. Il n'y a que la Bissa comme célébration. Parce que, effectivement, l'ouverture du peuple Nzima aux autres peuples a fait que tous nos amis, tous nos frères des autres peuples disent on peut venir à Bassam sans difficulté, parce que c'est un peuple ouvert. Mais quand ils arrivent, l'accueil et les valeurs intrinsèques même qui sont dans la Bissa font que quand tu y arrives et quand tu es un Nzima, tu dis, écoutez, dans la Bissa, j'apprends beaucoup de choses. La valeur de respect, mais surtout la valeur de pardon et de réconciliation. Ça, ce sont des valeurs. Et comment avez-vous réussi à mobiliser tout ce monde, justement, autour de cet événement? Comment vous avez réussi? Parce que, c'est pas tout le monde qui peut faire venir des 500 000 personnes. La Bissa même mobilise. Le nom de la Bissa mobilise. Donc, quand c'est la période de la Bissa et qu'on dit, la période la Bissa commence cette année, par exemple, du 23 octobre au 6 novembre, mais évidemment, chacun retient son agenda. Hein. Sur son agenda, c'est retenu. Et depuis quelques semaines déjà, vous ne trouverez pas de place dans les hôtels à Bassam. Parce que les réservations, voilà, bien sûr, parce que c'est une grande fête. Alors on le sait, c'est une fête, une tradition qui revient chaque année. Mais est-ce que chaque année, la Bissa a quelque chose de nouveau à offrir? Est-ce que c'est une fête qui évolue dans le temps ou alors on reste sur quelque chose de sensiblement pareil? Vous voyez, chaque année, j'ai indiqué tout à l'heure que la Bissa renferme beaucoup de valeurs. Mais chaque année, on met le point sur une des valeurs spécifiques de la Bissa. Donc déjà, lorsqu'on met en point d'orgue cette valeur-là, ça fait une éducation. Cette année, par exemple, vous voyez, on dit la période que nous allons commencer du 23 octobre au 30 novembre, c'est une période qui est mise à profit par l'Nzima pour se réconcilier, pour dire on va faire la danse traditionnelle, on va faire la danse sacrée, il faut qu'on soit d'accord. Parce que le génie, j'ai dit le génie de la Bissa, parce que les Nzima ne sont pas complexés. J'ai dit tout à l'heure que c'est une danse qui a été révélée. Mais ça a été révélé par quelqu'un. Vous voyez,
dans la brousse, la femme est allée en brousse pour faire sa culture et des génies, des gens de petite taille disent voilà cette danse, il faut la porter au village, donne au chef, au roi et chaque année quand vous la dansez, elle va vous éloigner des calamités. Mais le génie, nous on dit, quand l'Africain ne connaît pas quelque chose, il dit génie. Mais si le blanc, il va lui dire un dieu. Parce que, lorsque Moïse a vu le buisson ardent qui brûlait sans se consumer, on dit il a vu Dieu. Mais le noir lui dirait j'ai vu un génie. Alors, ce génie s'appelle Afanché. Ce génie Afanché, son nom originel veut dire pardon. Le génie du pardon. Il dit pardonne d'abord. Avant d'aller danser la bissa, il faut pardonner à ton ami. Il faut pardonner ton ami. Il faut vous réconcilier avant. Sinon, tout ce que vous faites comme purification, c'est nul. Mais alors, un génie qui fait la valeur, qui demande de pardonner, c'est un bon génie. C'est un bon génie, parce que c'est le génie du pardon. Les hommes se réconcilient avant d'aller danser. Alors, c'est pour ça que cette année, c'est vrai, on le dit, mais cette année, dans un village, un des villages du peuple Nzema, il va y avoir une cérémonie de réconciliation grandiose. Tous les Nzema. On dit, vous venez vous asseoir à cette place publique. Si vous aviez quelque chose dans le cœur contre votre ami, ne venez pas. Parce qu'ici, on vient faire la paix. C'est au terme de cela que nous tous, le 30, on se retrouve sur la place publique pour faire la bissa. Quelles sont vos attentes pour ce prochain, pour cette nouvelle édition Quelles sont vos attentes et quel a été le thème aussi qui a été retenu? Oui, alors, s'il y a un thème. Si, je l'ai dit tout à l'heure, la bissa au service de la paix et de la cohésion sociale. Évidemment, chaque année, quand on fait la bissa, on souhaite que tous nos amis, les frères d'Nzema, les amis d'Nzema, les peuples frères, viennent calmement à la bissa pour voir ce que renferment les valeurs de la bissa. Que vous Donc, défendez. chaque année encore, cette année encore, on attend nos frères viennent, mais qu'ils soient de vrais observateurs. C'est vrai que quand on arrive dans cette grande effervescence de fêtes et autres, parfois, si tu n'as pas l'œil critique, tu ne vois pas ce qui se passe. On veut qu'ils viennent, qu'ils s'arrêtent. Parce que la critique sociale, vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est fondamental, le peuple musulman. Quand on est sorti de là, quel que soit, le roi lui-même, il est critiqué. En fait, s'il a mal agi, on le lui dit. Mais ça s'arrête immédiatement après la bissa. Les chansonniers qui gèrent cette critique sociale bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité critique. Rien, ils ne sont pas poursuivis. Et l'entente revient immédiatement après la bissa. C'est ce qui est formidable. C'est très beau. C'est très beau. Alors, pour cette Abissa 2022, on vous souhaite bien évidemment tout le meilleur, de belles fêtes de célébration. Merci. On espère pouvoir se joindre à vous. Merci. Et puis, voilà, participer et découvrir cette belle tradition qu'est l'Abissa. Mais j'ai été surpris que madame n'y soit jamais allée. Pas encore. Ah oui, mais venez à la bissa. On rectifie ça en 2022. Voilà, venez à la bissa. En tout cas, je vous remercie de m'avoir permis de parler de cette culture intense qu'est la bissa. Je vous remercie. Merci Monsieur Ndamoulé. Merci. Et c'est la fin de ce numéro de NCI Reportage qui nous aura fait voyager sur les routes et dans la culture de la Côte d'Ivoire. Et oui, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été avec nous et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Excellente suite de programme sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne.